Allez, votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Gilles Moec, le chef économiste d'AXA IM. Bonjour Gilles. Bonjour. Tous mes voeux, plein de bonnes Merci, choses. vous aussi. Je ne sais pas si vous avez écouté ce qu'on racontait juste avant sur le pétrole, Si, sur, avec un grand intérêt. cette prévision de JP Morgan d'un pétrole à $125 le baril cette année, 150 l'année prochaine. Vous en pensez quoi? Parce que c'est vrai, quand on écoute un peu les fondamentaux, tout concourt à ce qu'effectivement les cours du baril soient de plus en plus élevés, on l'a dit, la demande qui est au rendez-vous, l'offre qui est un petit peu contrainte, un sous-investissement, cette transition énergétique. Vous en pensez quoi, cette prévision à $125 le baril cette année? Quelque part cette année. Alors, premièrement, les cimetières sont remplis d'économistes qui ont essayé de prévoir les cours de pétrole. Donc, soyons prudents. Mais Et sur les taux de l'analyse change de aussi. fond, Et les taux de change aussi. les taux de change aussi. Mais sur l'analyse de fond, je suis assez d'accord avec ce que disait Charles. Tous les facteurs géopolitiques, facteurs de demande, facteurs d'offre vont un peu dans le même sens. J'insisterai quand même sur un point qu'il a évoqué vers la fin, qui me paraît assez central, c'est que le cours du pétrole, ça n'est pas la rencontre d'une demande libre avec une offre libre. Ça n'est pas un marché atomisé, normal, qui fonctionne selon les conditions normales de température et de pression d'un marché au sens strict du terme. C'est un marché cartélisé. Et comme tout marché cartélisé, c'est un marché qui peut évoluer en fonction de pressions politiques. Donc, moi, j'ai toujours eu le sentiment que si on s'approchait de lignes rouges, en particulier pour les États-Unis, et dans une moindre mesure pour l'Europe, la pression sur l'OPEP en particulier commençait à se faire très forte et qu'on pouvait espérer à ce moment-là une réaction de la part de l'OPEP. Je suis absolument d'accord avec ce que disait Charles sur le fait que personne n'a envie de brader cette dernière goutte de pétrole. Je pense que pour des pays comme l'Arabie Saoudite, on est en phase de constitution de réserve, hein, on est en phase de financement de la transition, donc ils ont plutôt intérêt à un pétrole cher. La limite pour eux, c'est lorsque la pression politique américaine se fait trop forte. Donc, lorsqu'on s'approche de $100, j'ai quand même l'impression qu'il y a cette force de rappel. Mais pour l'instant, je pense qu'effectivement, l'hypothèse de base pour 2022, c'est un cours du pétrole élevé, quoi. Ouais, on va tout droit vers les $100. On y est pour quelques encablures. On est à 10% des $100 là. Hein. Alors là, on atteint des seuils psychologiques qui justement peuvent déclencher ce genre de réaction de la part des Américains, une pression politique forte sur le PEP. Moi, je suis frappé par la conversion extrêmement rapide de Biden sur la question de l'inflation. Si on se souvient des débats macro-américains de l'année dernière, lorsque Larry Summers avait critiqué assez fortement l'orientation de la politique budgétaire américaine sur le thème « Vous prenez un risque de déclenchement d'une spirale inflationniste », la réponse, pas de Biden lui-même, mais de ses conseillers, était « Et alors ? Prenons le risque. Après tout, l'inflation était trop basse depuis une dizaine d'années. » Et là, il y a eu un changement de cap complet de la part de Biden depuis le début de l'année. L'inflation est vraiment au top de ses priorités. Donc, si on casse ces $100, ce qui se verra très très vite dans le prix à la pompe aux US, parce que le poids des taxes est beaucoup plus bas dans l'essence aux US qu'en Europe. Donc, la relation entre le cours de marché et le cours à la pompe est plus forte. Je pense que là, Biden sera obligé d'agir de manière très claire vis-à-vis de nos chers amis de l'OPEP. Et un baril à $100, est-ce que ça n'aurait pas en cause tous les scénarios de marché qu'on a sur cette année, sur l'ensemble des grands sujets, à savoir plus d'inflation, donc une banque centrale américaine et peut-être aussi en Europe qui en font plus, qui resserrent plus, en tout cas aux États-Unis, qui en font plus que ce qui était prévu, avec tout l'impact que ça a sur les taux longs et donc sur la bourse? C'est quand même pas le type d'inflation qui normalement appelle une réaction extrêmement brutale des politiques monétaires. On est quand même à 7%. On est quand même à 7% aux États-Unis en glissement annuel. Donc, Oui, mais la question américaine, pour moi, c'est moins la question du choc exogène de l'augmentation des prix importés et en particulier des prix de l'énergie. La question américaine, c'est le développement d'une inflation endogène qui est liée au fonctionnement intrinsèque de l'économie américaine et en particulier au fonctionnement de son marché du travail. Et là, aux États-Unis, on est effectivement dans une situation dans laquelle, classiquement, une banque centrale doit commencer à réagir. Et c'est ce que fait la Fed. Il y a une demande excessive aux US. L'output gap américain a été corrigé dès l'année dernière du fait d'un stimulus budgétaire qui est sans doute allé trop loin. Et donc, la Fed montre les dents et va probablement commencer à monter ses taux, mais parce qu'il y a un problème intrinsèque. En Europe, on a une situation assez différente. En Europe, ce qui domine, ça reste toujours le choc exogène, l'augmentation des prix de l'énergie, l'augmentation des prix alimentaires. Il n'y a pour l'instant aucun signe d'accélération des salaires. Donc, du point de vue de la BCE, on est encore dans un choc d'offres. Et normalement, en tout cas, c'est ce que les manuels de macro vous apprennent, lorsqu'il s'agit d'un choc d'offres exogène qui n'a pas d'effet de second tour dans l'économie, la BCE bien n'a pas normalement, on ne bougé. réagit pas. Ouais. Ouais.
D'ailleurs, donc, quand la BCE soutient Mordicus, c'est ce qui est encore le cas du gouvernement de la Banque de France, qu'elle n'augmentera pas ses taux cette année, pour vous, c'est tenable, même Oui. si la Fed accélère comme une dingue. Oui, c'est tenable parce que il n'y a pas, encore une fois, Modulo la les parité ingrédients. euro-dollar. Modulo la parité euro-dollar. Ça risque de swinguer un petit peu. Hein. Oui, mais ça, c'est très intéressant ce qui se passe parce que moi, de ce point de vue-là, je suis un prévisionniste un peu plus confortable qu'il y a un mois ou deux. Moi, j'ai un tir euro-dollar à 1,17. Alors, on a parlé des cimetières qui sont plein d'économistes qui ont essayé de prévoir un taux de change. On est à Mais moi, combien? On est à 1,13, 1,14, non? un 13 à un 14, on oscille dans cette zone-là. Mais ce qui, moi, me frappe, c'est que depuis, en gros, le mois de novembre, le mois de décembre, il semble quand même qu'on ait touché un plancher sur l'eurodoll. Pourquoi? Parce que finalement, toutes ces nouvelles d'une divergence de politique monétaire entre la Fed et la BCE, c'est probablement complètement pricé. Genre, le marché sait bien que la Fed a envie de taper et sait également, parce que des gens, effectivement, comme François Villeroy-de-Galhau le rappelle régulièrement, que la BCE probablement n'augmentera pas ses taux en 2020. Et cette désynchronisation, elle est tenable dans la durée entre deux banques centrales comme ça? Ça arrive rarement historiquement, mais en général, la raison pour laquelle, à la fin des fins, il y a convergence, c'est qu'il y a aussi convergence des cycles. C'est pas parce qu'une banque centrale craque et qu'elle s'aligne sur l'autre, en général la BCE s'alignant sur la Fed, c'est en général parce que ça se termine par une convergence du cycle à cause de l'effet dominant des États-Unis. Mais il y a quand même un élément qui, moi, me frappe dans la discussion, qui me paraît souvent un tout petit peu ignoré. C'est quand même le risque que la Fed en fasse trop. Je trouve qu'on en parle trop peu. On en parle trop peu, mais c'est justement la question qui allait suivre. C'est justement... Non, parce que... Comment expliquer? Je trouve que, honnêtement, entre il y a un mois ou deux et ce que nous dit la Fed directement ou implicitement, globalement, les marchés n'ont pas vraiment réagi. Ok, ça a cassé un peu le rythme de la hausse des bourses, mais pardon, on parle de possiblement 4 hausses de taux cette année, une possible réduction du bilan. Pourquoi ça réagit aussi peu? Il y a cette idée, on l'avait traitée la semaine dernière, mais que les marchés peut-être sous-estiment encore une fois ce resserrement monétaire américain. Je pense qu'il y a sous-estimation. Oui, alors bon, ce sont des modèles économétriques qui valent comme d'habitude, mais nous, on s'était amusé au mois de novembre. Amuser n'est pas le verbe, mais on s'était amusé à essayer d'expliquer l'évolution du S&P 500 aux US avec vraiment quelques paramètres ultra simples en fondamental, le profit des boîtes, les niveaux des taux d'intérêt et le bilan de la Fed. L'impact des variations du bilan de la Fed depuis que la Fed l'utilise fortement, c'est-à-dire depuis la grande crise financière 2008-2009, sur les cours boursiers aux US, est extrêmement important. Souvent, c'est la contribution principale sur certaines années à l'évolution du marché américain. Donc, c'est-à-dire qu'à contrario, une réduction de bilan, est-ce qu'il y a une symétrie si le bilan augmente? Il y a une symétrie. Et on l'avait vu d'ailleurs en 2018-2019. Parce qu'en 2018-2019, la Fed réduisait la taille de son bilan. Le marché ne s'est pas écroulé, mais il y avait un tassement de l'évolution du marché américain. C'était lié aussi à ce qui se passait du côté des profits, etc. Mais il y avait aussi une contribution négative, en sens, du bilan de la Fed. Juste ce qui, moi, me paraît intéressant, c'est que quand avant les minutes de la Fed du mois de décembre, on parlait simplement de tapering. Donc une Fed qui cesse d'augmenter la taille de son bilan, mais qui ne le réduit pas. Ça, effectivement, ça n'avait aucune raison de provoquer une correction du marché boursier. Vous avez simplement un élément positif qui disparaît. Vous revenez à la neutralité. Réduire la taille du bilan, là, on rentre dans une réduction de liquidité qui, normalement, est négative pour le marché. Et pourquoi les marchés ne réagissent pas alors? Eh bien, je ne sais pas. Pour moi, c'est une grande source d'interrogation. D'abord, il y a quand même une réaction. La dynamique haussière est quand même assez cassée. Ouais. Et puis regardons ce qui se passe du côté des taux longs. Les taux longs ont quand même bien réagi. Ouais. On est à 80, 85. À quel moment est-ce que les yeux peuvent se dessiller des investisseurs? À quel moment est-ce que, parce qu'elle va accélérer, tout d'un coup, il y aura cette prise de conscience? Les marchés sont souvent en on-off, comme on dit, risk on, risk off. À quel moment, justement, il peut y avoir cette prise de conscience? Le moment où ça va arriver, le moment où le coup près va tomber, c'est quoi? C'est une accélération? C'est une hausse de 50 points de base? Le fait qu'elle hausse, sa première hausse soit au mois de mars? Qu'est-ce qui peut être un déclencheur? Le mois de mars, je pense qu'il est même maintenant pricé. Je pense qu'en fait, le déclencheur, ce serait la combinaison d'une poursuite de la hausse des taux de la Fed avec des données macro qui commencent à faiblir. Et ça, en fait, c'est ma grande inquiétude sur la seconde partie de l'année, parce que dans la croissance américaine aujourd'hui, on a toujours l'effet retardé du stimulus budgétaire absolument énorme de 2020 et 2021. Une partie est toujours parquée
dans le surplomb d'épargne des ménages. Il y a toujours cette réserve de dépenses dans le système. Mais on a quand même une inflation qui érode le pouvoir d'achat des ménages. Même si les salaires aux US accélèrent, ils restent en dessous, la progression reste en dessous de l'augmentation de l'inflation. Il y a diminution du pouvoir d'achat. On voit bien que Biden a de plus en plus de mal à faire passer ses projets budgétaires. Si les démocrates perdent le contrôle de la Chambre des représentants au mois de novembre, on peut avoir une espèce d'arrêt brutal. Et donc la Fed serait, Gilles, à contre-temps. Elle accélérerait son resserrement alors qu'il y aurait un ralentissement de la croissance. C'est ça, en fait, votre idée? C'est un risque. Ouais, c'est un risque. J'ai toujours une immense confiance, une immense admiration pour la Fed, à quelques exceptions dans le temps près. Donc, je pense qu'ils le verront et que d'eux-mêmes, ils corrigeront un petit peu le tir. Mais je suis un peu frappé par cette vitesse, en fait. L'année dernière, on a une Fed qui nous dit average inflation targeting, nous tolérerons une inflation supérieure à l'objectif, circulaire rien à voir, on a le temps, tout cela est transitoire. On nous dit ensuite hausse des taux dès 2022, soit, et ça le marché l'a complètement intégré. Et puis là, minute de la réunion du mois de décembre, 26 mentions dans le texte d'une réduction du bilan, ça va quand même très très vite. Si la Fed voit que cette réduction du bilan, ça perturbe les marchés, ils sont pragmatiques, elle fera machine arrière. Mais je pense, oui. Ouais. Je pense que on a toujours. C'est pour ça que j'ai une certaine admiration pour la Fed. Il y a quand même une capacité à se déjuger, pardon, excusez-moi, entre celui qui est parti en vacances en novembre, qui est revenu en janvier, il n'a pas compris le saut, quoi. Non ? Non, et là, il se passe quelque chose d'un tout petit peu curieux. Je pense que ce qui domine en fait la réflexion à la Fed en ce moment, c'est l'idée de dire tapons vite pour éviter d'avoir à taper beaucoup. C'est souvent la discussion au sein des banques centrales lorsqu'on est en début de phase de parce qu'ils ont conscience qu'ils sont en retard. En même temps, ils sont en retard et pas vraiment. Moi, je suis pas totalement convaincu qu'on puisse dire que la Fed est behind the curve. Parce que justement, la courbe était plate. Avant les propos de la Fed sur la réduction du bilan, moi, ce qui me frappait, c'est que la Fed était de plus en plus claire sur on va remonter les taux, et les taux longs ne montaient pas. Étaient bloqués à 1,40, 1,50. Donc, en gros, on avait un marché qui intégrait complètement l'idée que la Fed allait taper effectivement plus vite, donc la partie courte de la courbe remonte, mais que cette hausse précoce des taux directeurs allait suffire à casser l'inflation, probablement à ralentir la croissance un petit peu trop, donc les taux ne montaient pas. D'où la platification de la courbe des taux américains. Voilà. Et donc là, on a une repentification, parce que je pense que la Fed était de plus en plus inquiète de cet aplatissement. L'une des raisons étant que si les taux longs ne montent pas, il y a un secteur qui n'est toujours pas affecté par le durcissement des conditions financières, c'est le secteur immobilier. Si les taux longs ne montent pas, il ne se passe pas grand-chose sur l'origination de crédit aux US. Or, c'est l'un des secteurs aujourd'hui qui va quand même très vite et qui participe à la surchauffe de l'économie américaine. Ouais. J'ai parlé de platification, c'est un néologisme, c'est l'aplatissement de la courbe des taux, et cela va de soi. Une hausse de 50 points de base au mois de mars de la part de la Fed, ça serait de nature à effrayer les marchés, ça, ou pas ? 50, ça ferait beaucoup quand même. Je pense que le marché est réconcilié avec 25, mais 50, ça ferait... Je pense en plus, ça donnerait un signal presque de panique de la part de la Fed. Ouais. Et à partir si on laisse de côté l'évolution en termes de bilan, à partir de combien de hausses de taux les marchés vont commencer à s'effaroucher, à être un peu effrayés? Pourquoi pas corriger? C'est au-delà des Fed Funds à 1,5, puis quand? La question, c'est quand on y sera aussi, mais 1,5, on n'y sera pas avant 2023, non? On ne devrait pas y être d'ici 2023, en tout cas je l'espère, parce que si c'est le cas, ça voudrait dire que l'inflation est vraiment bloquée quelque part en 2023, on y sera. Quelque part en 2023, on y sera. Je pense qu'encore une fois, c'est pas tant le niveau des taux, c'est le sentiment que le marché risque d'avoir à un moment que, en fait, la Fed est en train de réagir à une surchauffe qui est elle-même spontanément en train de se résorber. Et vous y croyez, on est à 7% encore une fois d'inflation en glissement annuel aux États-Unis. On sera où fin 2022 aux États-Unis? On sera très au-dessus de l'objectif de la Fed. Il y a tellement de... Merci. Non, mais on sera à 3,5, on sera dans ces eaux-là, à 3,5. Je pense que c'est encore tenable. Il y a quand même énormément de composantes actuellement dans l'indice des prix à la consommation, dont on se dit que les armes ne montent pas au ciel. Même avec un pétrole à $125, on sera à 3,5 d'inflation aux États-Unis?
Alors là non, c'est-à-dire que si on continue à avoir une augmentation du prix du pétrole, et ça c'est vraiment la situation cauchemardesque, on restera sur des taux d'inflation qui dépasseront largement ce niveau-là. On peut être à 4,5, on peut être à 5. Mais la nature de l'inflation sera différente. C'est ça le problème, je pense qu'on a, et un vrai problème en fait pour la Fed. C'est-à-dire que si l'essentiel de l'inflation avec laquelle on est en train de se débattre dans la seconde partie de l'année, c'est une inflation exogène, c'est une inflation au prix du pétrole, c'est compliqué pour la Fed de continuer à freiner. Parce que si au même moment, on a dégradation du pouvoir d'achat des ménages, parce que les salaires réels continuent à Et qu'en baisser, plus, on remet une louche sur les taux d'intérêt. Ça risque de swinguer cette année, non? oui, Non, je pense que ça risque d'être assez rock'n'roll. Ouais, je pense que ça risque d'être assez rock'n'roll. Qu'est-ce qu'on regarde comme paramètre de marché? On regarde les taux à 10 ans, on regarde le pétrole, là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on regarde surtout ça, les taux, le pétrole. Ouais. Pour l'Europe, on regarde le gaz. Peut-être presque plus que le pétrole, parce que ça impacte très directement le pouvoir d'achat des ménages. Je rappelle qu'à la différence des États-Unis, la consommation des ménages n'est pas particulièrement flamboyante en Europe. On a à peine réparé le choc de 2020. Un pain sur le pouvoir d'achat venant du gaz, ce sera un vrai problème. Donc l'Ukraine, ça c'est quelque chose que je regarde vraiment de très très près. Et puis moi je continue à regarder la Chine, parce que pour l'instant, on a un ralentissement de la demande chinoise qui va d'ailleurs peut-être nous aider à faire résorber cette espèce de pression générale de la demande globale sur l'offre, qui va peut-être nous aider à passer un cap en termes d'inflation générale. Mais si on a un vrai accident Omicron en Chine au point où les capacités d'offre chinoises sont impactées, là, on aura un autre canal d'inflation supplémentaire, parce que le monde est devenu encore plus dépendant de la production chinoise depuis le début de la pandémie. C'est assez paradoxal, on a beaucoup parlé de relocalisation, de réindustrialisation, de globalisation qui subissait un coup d'arrêt. Et la réalité, ce n'est pas le premier à me le dire, c'est qu'au final, on est encore plus dépendant de la Chine qu'avant. C'est fou ça, non? Un chiffre tout bête, le poids de la Chine dans les importations de la zone euro avant la crise pandémique, c'était 12%. Aujourd'hui, c'est 18%. Voilà. Bon, on finit là-dessus juste, Gilles. Moi, ce qui m'ennuie quand je vois la configuration des marchés, c'est qu'on a une forte inflation et un niveau élevé des valorisations des actifs. Dans l'histoire, on a eu soit l'un, soit l'autre. Là, on a les deux combinés. Ce n'est pas un facteur de vulnérabilité pour les marchés au global, notamment les marchés actions? Si, c'est très clair. Surtout si l'inflation devient persistante et commence à se traduire par une réaction des salaires. Parce que là, on risque d'avoir un conflit valorisation, taux de profit. Ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment regarder dans la Des profits qu'a priori, c'est classique, mais on attend autour de 7 à 10% de hausse des profits. Il n'y a rien de dramatique et qui justifierait une grosse correction quand on a ça. Voilà, pour l'instant, ça tient bien. Mais si on arrive à une situation, ce qui n'est pas du tout mon scénario central, parce que je pense que les choses se calmeront avant cela. Mais si on n'arrive pas à arrêter la machine et qu'on a une indexation des salaires sur les prix rapides dans la seconde partie de l'année 2022, là, je pense qu'on aura des révisions à la baisse des intentions de... Bon, on n'en est pas encore là. Et on se reparlera d'ici là. Encore merci Gilles. Gilles Moël, donc chef économiste d'AXA. Il m'a invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Salut. Au revoir.